Bon, je vais voir un produit qui est fort proche donc du méthanol, hein, qui est l'éthanol cette fois-ci. L'éthanol, il est très proche. Bon, ce que j'ai dit pour le méthanol, beaucoup de choses vont s'en suivre. Voilà. Donc, le méthanol, si on s'en rappelle, bon, c'est un radical éthane, éthane hein, CH3, avec un alcool OH. Alors que, bon, ici, on a un éthane. Un éthane, bon, c'est CH2, CH3. Ouais, parce que là, j'ai bien CH3, 1, 2, 3, 4. 4 liaisons. Et celui-ci, on va avoir une liaison carbone-carbone. Hein, si je fais carbone-carbone, hein, on va faire l'écriture comme ça, en semi-développé. 1, 2, et voilà. Et là, j'ai le O et le H. Voilà. Donc, ça, c'est l'éthane. On retrouve l'éthane de carbone. Le radical éthane, éthyle, radical éthyle. Ça, c'est le radical éthyle avec un électron ici. Voilà. J'ai bien 2 carbone. Donc, j'ai CH2, CH3. Voilà. Ça, c'est le radical éthyle. Éthyle. Alors que celui-ci, point, OH, ça, c'est le radical méthyle. Et ça, c'est le radical éthyle. CH3, CH2, avec un point. Donc ça, c'est l'électron célibataire. Et il va faire la réaction avec le OH pour donner, voilà, ceci. CH2, CH3. C'est juste qu'on a bon, 2 carbones. Donc lui, il est plus lourd que celui-ci, en fait. L'éthanol est plus lourd que le méthanol en poids. Et donc ça, c'est l'alcool. Ça, c'est l'alcool éthylique. Voilà. Qu'on appelle éthanol. L'éthanol. Donc c'est C2H5 OH en fait. C2H5OH ou encore C2H5OH comme ceci. Voilà, avec la fonction alcool qui est présente ici. Bon, ici, C2H5OH. Voilà. Alors, donc ici, on a bien C2H5OH. Donc c'est bien une fonction alcool avec un radical éthyle. Voilà. Donc, donc j'ai montré sa formule en structure semi-développée, et ça c'est sa formule brute. Voilà, on va dire c'est sa formule brute. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il a les mêmes propriétés que le méthanol. Donc en propriété, voilà, c'est très peu variable. Hein. Enfin, sauf qu'il n'est pas. Enfin, le méthanol est toxique. Bon, mais celui-ci il est toxique si on en boit trop. On en boit trop, ben, je veux dire, on peut avoir un coma éthylique. Voilà. Voilà. Par contre, le méthanol est d'office avec une infime proportion, je veux dire, le méthanol peut-être, je veux dire, toxique d'office. Bien qu'ils en mettent dans l'alcool éthylique, le méthanol, hein, pour frelater, mais bon, quand ils en mettent en forte dose du méthanol, ben, ça peut créer des débords au niveau du corps. C'est-à-dire soit tuer la personne, si elle, voilà, si elle voilà, ou alors avoir des séquelles, beaucoup de séquelles au niveau corporel, au niveau des yeux, du système nerveux, etc. etc. Voilà, donc il faut savoir que donc il est incolore, comme le méthanol, il est incolore, ben, il est, comment est-ce qu'on appelle ça, inflammable, comme le méthanol. Bon, vous voyez que inflammable, je crois que c'est avec deux L, deux M, c'est avec deux M, inflammable. Hein. Ça veut dire il peut prendre facilement feu. Voilà. Et là, ce qu'il y a, c'est qu'il est miscible, avec à l'eau. Voilà. En toute proportion, bon, on peut mélanger de l'eau et de l'alcool. Bon, voilà. Donc ça veut dire qu'ils peuvent se mélanger. Miscible, ça veut dire qu'ils peuvent se mélanger. L'eau et l'alcool se mélangent. Contrairement à l'eau et l'huile, l'eau, on aura l'eau qui va rester ici, l'huile, si on aura une couche, et il y aura pas de, je veux dire, de mélange entre les deux. On aura une séparation. Donc là, on a affaire à des corps non miscibles. L'eau et l'huile ne sont pas miscibles. Mais
l'éthanol et l'eau, voilà, ils vont se mélanger, hein, ils vont se mélanger, c'est pas un problème. Donc ils sont miscibles, il est miscible, donc ça c'est pas un problème. Donc il est miscible à l'eau, et je veux dire, il sert en fait de drogue récréative. Effectivement, c'est une drogue récréative. Ben, généralement, les soldats, bon, ils donnaient voilà, des boissons alcoolisées pendant les guerres napoléoniennes pour faire les fêtes, pour festoyer, etc. Et peut-être même pour combattre. Ça, je n'en sais pas plus, parce que pour aller combattre, faut pas avoir un esprit sain pour aller combattre. Donc, de tout temps, dans toutes les guerres, qu'est-ce qu'on a fait? On a drogué les gens pour qu'ils aillent se battre, pour ils fassent pas attention, je veux dire, à ce qu'ils vont faire et qu'ils se posent pas trop de questions. Donc voilà. Et donc, euh, ça a été un psychotrope, bon, pour festoyer, pour que les gens oublient, je veux dire, la guerre, mais aussi peut-être pour combattre. Et on s'en foutait s'ils allaient mourir, parce que de toute façon, hein, je veux dire, c'était des soldats, je veux dire s'ils mouraient, ils mouraient pour une bonne cause, soi-disant, entre guillemets, pour une bonne cause, pour la cause du roi, pour la cause, voilà, voilà, mais en fait, quelque part, c'est on va dire, un numéro, c'est un numéro. S'il devait mourir, c'est parce que c'est un soldat. Tout soldat, je veux dire, il va combattre et il risque la mort. Bon, voilà, donc en fait, on les fait boire et ils s'en foutent s'ils vont mourir ou pas. Le tout, c'est qu'ils aillent combattre, c'est-à-dire tuer des gens et tenter d'essayer d'avoir une victoire, même s'ils sont pas sobres d'esprit. Et donc, de tout temps, il y a eu des guerres, et dans les guerres, il y a toujours eu des effets, des psychotropes qui ont été fournis pour les soldats pour qu'ils ne fassent pas attention, trop attention, je veux dire, soit au moment des combats, ou soit donner des psychotropes quand ils sont blessés. Par exemple, si je prends la morphine, c'est un dérivé de. Je crois que c'est un dérivé de la morphine, dérivé, je crois, de cocaïne, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ou d'héroïne. C'est un dérivé des deux. Voilà. Donc, mais quand, je veux dire, qui fabriquait, pendant la guerre du Vietnam, qui fabriquait voilà, la cocaïne, ben on sait très bien que c'est la Colombie qui a fourni la morphine. Enfin, qu'est-ce qui fournissait la morphine je veux dire, je ne sais pas si ça vient de la cocaïne ou de l'héroïne, hein. Bon, la morphine, je ne me rappelle plus. Mais disons que la morphine a été distribuée, je veux dire, pendant la guerre du Vietnam, quand il y en a qui avaient des lourdes séquelles je veux dire, suite au bombardement ou soit à la guerre. Et donc, on leur donnait de la morphine pour pas qu'ils ressentent leur douleur. C'était un antidouleur qui venait bloquer, je veux dire, les influx nerveux. Et le gars, bon, voilà, il ressentait pas grand-chose si on pouvait l'opérer. Je veux dire, malgré qu'il avait une jambe coupée, un bras coupé, qu'il avait des lourdes séquelles, enfin des lourdes blessures graves, mais en fait, il ressentait pas voilà, il avait une piqûre de morphine et il ne sentait plus rien. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on peut devenir addict. Mais quand la guerre termine, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? La morphine peut être utilisée uniquement pour les hôpitaux, voilà, pour les hôpitaux, pour les cas d'antidouleurs très, très graves. En tentant d'éviter, je veux dire, un phénomène de, comment est-ce qu'on appelle ça, euh, je veux dire, de manque si la personne n'en prend plus, ou, d'appel de besoin si, voilà, de besoin. Parce qu'il ne faut pas être dépendant de la morphine, hein, parce que, bon, on peut avoir on peut mourir avec la séquelle, enfin, avec la morphine, on peut mourir, hein, si c'est pas, c'est, quand c'est médicalisé, c'est suivi par une équipe médicale. Même maintenant, si on peut avoir une crise cardiaque ou quelque chose comme ça, voilà, on peut faire un arrêt cardiaque, voilà. S'il y en a un qui prend trop de morphine ou si, voilà. Voilà, donc ici, bon, et donc quand les guerres avec le Vietnam se sont terminées, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça a continué, la vente de drogue a continué pour donner les fameuses grandes familles qu'on a en, en Colombie, c'est-à-dire les Escobar et voilà, le cartel de Medellín proviennent justement des fournitures qui étaient données, je veux dire, pendant la guerre, qui étaient dans un premier temps un fournisseur, on va dire, entre guillemets, naturel, mais après qui est devenu un, un fournisseur pour des gens qui ne faisaient pas la guerre et qui se servaient de drogue en tant que drogue récréative, mais qui dit drogue dit pas forcément récréative parce que la cocaïne, si on prend la cocaïne ça peut amener, je veux dire, comme l'alcool d'ailleurs, que ce soit l'alcool ou la cocaïne, peut amener à des faits d'actualité graves, hein. Je veux dire que ce soit l'alcool ou la cocaïne. Et le mélange des deux, c'est encore pire, hein.
On peut tuer, la personne peut tuer quelqu'un sans s'en rendre compte, voilà, et pour le plaisir, tuer quelqu'un tellement qu'elle est remontée à bloc, elle peut tuer quelqu'un. Donc ici, les alcools, comme l'éthanol ici, c'est toléré dans les sociétés, mais en vérité, c'est un fléau social, parce qu'on peut en devenir comme la cocaïne ou l'héroïne ou toute drogue, ça reste un psychotrope d'aucune drogue, mais on peut tomber, je veux dire, en manque de ça, on peut avoir une dépendance, voilà, une dépendance, puisque ça reste une drogue. Donc on peut devenir ce qu'on appelle la dépendance à l'alcool, on appelle ça alcoolique. On peut devenir alcoolique. On peut avoir des faits divers graves, comme par exemple les accidents de voiture. Hein, quand on boit un coup, on va au restaurant, on est sous, on peut avoir un accident grave. Quand on va festoyer, je veux dire, dans une discothèque où on est sous, on peut faire un accident grave, on peut être sous, créer des bagarres, bon, pour rien, pour tout et pour rien, des gens qui boivent en famille, qui se disputent au niveau familial, au niveau, comment on appelle ça, de couple, qui créent des tensions quasiment à cause de la boisson. Je veux dire, bon, voilà, il y a ça. Il y a des gens qui sont plus aptes à faire des choses, bon, qu'ils ne feraient pas s'ils étaient sobres, et qui, quand ils sont devenus sobres, ben, ils se sont posé la question, est-ce que c'était eux qui avaient fait ça? Et oui, c'est eux qui ont fait ça, ils ont peut-être tué quelqu'un, ils ont peut-être, voilà, renversé des gens en conduisant, tué quelqu'un, je veux dire, avec une arme blanche, etc., etc. Ils ont fait des choses qu'il fallait pas au travers de l'alcool, parce que l'alcool, en fait, quelque part, l'alcool rend fou. Voilà, l'alcool rend fou, en fait. Voilà. Et certains cherchent cette folie-là au travers de la boisson qui est l'alcool. L'alcool. Voilà. Et en général, les sociétés actuelles, enfin quasiment toutes les sociétés, aucune société ne bannit l'alcool. Hein, voilà. Bon, même si il y a des pays dits musulmans, bon, malgré tout, on retrouve quand même de l'alcool dans ces pays-là. Ils sont même parfois dans des pays musulmans sont producteurs d'alcool. Donc en fait, au bout du compte, je veux dire, ils ont ce fléau, ça aussi, ce fléau-là de l'alcool. Donc quasiment tous les pays du monde sont touchés, je veux dire, par ce fléau de l'alcool. Bon, il y a certains pays qui sont plus touchés que d'autres, d'autres moins. Parce que bon, il y a des pays où on peut pas boire de l'alcool, ils se cachent pour boire de l'alcool. Mais je veux dire, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y en a moins qui boivent, mais je veux dire, on retrouve toujours des gens qui ont des accidents à cause de l'alcool, et on se rend compte que c'est à cause de l'alcool. Et pourtant, c'est un pays musulman et il a bu de l'alcool. Bon, ça arrive des choses comme ça. Voilà. Donc c'est dans tous les pays qu'il y a de l'alcool. Il y a des pays qui sont plus touchés par le breuvage de l'alcool que d'autres. Voilà, il y a des pays qui sont plus touchés que d'autres. Voilà. Mais attention qu'il y a des pays où l'alcool n'est pas un psychotrope pour festoyer, mais ils utilisent des autres drogues. Hein. Hein, chaque pays a son. Bon, il y a des pays, ils vont prendre de la coca, des feuilles de coca, ils vont mâcher des feuilles de. Il y en a, ils vont prendre du cat, je sais pas comment on écrit le cat, comme au Yémen, bon, ils peuvent pas boire de l'alcool, mais ils prennent du cat. Il y en a, ils vont prendre de l'héroïne, hein, de l'héroïne, il y a beaucoup de pays où ils prennent de l'héroïne, hein, je veux dire, il y a le plus grand producteur mondial de l'héroïne, c'est l'Afghanistan. Le plus grand producteur de cocaïne, c'est la Colombie. Et le cat, bon, on trouve ça au Yémen. Voilà, bon, en Inde, ça va être, je sais plus comment on appelle ça, l'Inde, ils utilisent, je sais plus comment on appelle ça, voilà, il y a toutes sortes de drogues. Alors aux États-Unis, il y a beaucoup de drogues. Voilà, il y a beaucoup de pays où ils produisent des drogues. Et voilà, ils ont tous, quand c'est pas de cannabis, bon, c'est autre chose. Voilà, c'est de la méthamphétamine, c'est toutes des drogues qu'ils utilisent. Pour soi-disant, entre guillemets, festoyer, mais au bout du compte, c'est le cerveau qui en prend un coup, et parfois ça dérive vers des situations très graves de faits divers. Voilà. Donc, et parfois même ça bousille le cours de la personne qui en finit par mourir de ces, je veux dire, de ces substances qui sont soit récréatives, certaines tolérées comme l'alcool toléré, mais qui doivent être interdites normalement pour éviter, je veux dire, ben, on laisse à la population la liberté de boire de l'alcool, mais certaines autres drogues sont interdites. Alors que l'alcool reste un des fléaux les plus importants dans des pays où
où il y a beaucoup d'alcool. Par exemple, si je prends ici la Belgique c'est un grand producteur, c'est un des plus grands producteurs au monde de bière, donc ils peuvent pas, je veux dire, interdire l'alcool, parce qu'en fait, hein, je veux dire, il y a des milliards qui rentrent au, au travers de, je veux dire, de la vente des boissons alcoolisées. Donc on va pas commencer à se faire à raquérir, c'est-à-dire comme on est un grand producteur de boissons, que ça rapporte des milliards, on va pas commencer à interdire ça, parce que sinon, bon, c'est des pertes colossales d'argent pour la rentrée du pays, pour la rentrée du pays. Donc on va tolérer, mais si maintenant quelqu'un fait une bêtise, on va leur dire, écoute, enfin, si quelqu'un boit des boissons alcoolisées, on va lui dire, écoute, tu bois avec modération, mais s'il se passe quelque chose, ben, je veux dire, t'es en tort. T'es en tort. Voilà, on va dire ça comme ça. Tu bois avec modération, mais si il se passe quelque chose, ben, t'es en tort. Voilà. Et donc, le breuvage ici, c'est l'éthanol. Donc, en fait, il est inflammable, hein, il est volatile aussi, hein, parce que bon, une fois que vous ouvrez des bouteilles d'alcool, bon, on sent les vapeurs d'alcool d'office, et quelqu'un qui a bu, on sent d'office au travers de sa bouche qu'il a bu au travers des vapeurs d'alcool qu'il a bu de l'alcool, et voilà. Voilà, donc il est volatile aussi, incolore. Bien sûr, on met des colorants si on a envie de colorer avec des parfums de pommes ou de pêche ou je sais pas quoi. Ben là, à ce moment, on va avoir des couleurs qui vont apparaître, voilà, qui vont donner des tons, des nuances à la boisson alcoolisée et qui vont faire en sorte que, bon, là, ça, au niveau marketing, soit la bouteille elle est bien présentable, bien colorée et on a envie d'en acheter, ou alors ça reflète le produit qui est incorporé dans la bouteille. Par exemple, si c'est de la pêche, on va avoir de l'orange, si c'est de la pomme, je sais pas, on va voir quelle couleur. Et voilà, on va avoir du brun, voilà, moitié brun type caramel, ou voilà. Voilà, donc en fait, on aura des couleurs qui seront mises à l'intérieur, et voilà. Donc, voilà. Mais on peut aussi utiliser comme solvant, hein, et comme biocarburant. Quoi. Par exemple, biocarburant, on reconnaît le bioéthanol. Bioéthanol, hein, fabrication, je veux dire, d'éthanol biologique. Voilà, pour biocarburant, pour des voitures, si on veut éviter les pollutions. Les pollutions. Voilà. Les pollutions, je veux dire, atmosphériques, on utilise le biocarburant, mais apparemment, je ne sais pas si ça fait... il y a un certain pourcentage de l'usage des biocarburants sur Terre, mais je ne sais pas, ça n'a pas encore décollé, mais voilà. Alors que j'ai connu une société qui fabriquait des biocarburants. En fait, elle a dû fermer ses portes, biocarburant. Elle a dû fermer ses portes, justement, c'était du bioéthanol, et elle a dû fermer ses portes, je ne sais pas pour quelle raison, mauvaise gestion, mais en tout cas elle a fait une faillite. Est-ce qu'ils n'avaient pas... Mais ici je me demande si c'est pas des cuves qu'il faut construire. Des cuves pour la fabrication de produits de biocarburant. Donc on peut l'utiliser en tant que carburant comme le méthanol. Le méthanol peut être un carburant pour les petits modèles d'avions, et le bioéthanol est aussi un carburant. Donc vous voyez, entre le méthanol et l'éthanol, la frontière n'est pas très très loin. N'est pas très loin, donc ils ont les propriétés, on va dire, fortement similaires. Si on a peut-être qu'il y en a un qui a plus de pouvoir par rapport à un autre au niveau qualité des propriétés, voilà. Peut-être lui, il est plus solvant que lui, peut-être que lui, il est plus volatile que lui, alors qu'ils sont tous les deux volatiles. Oui, que la frontière entre les deux, c'est difficile de voir, parce que je veux dire, les propriétés sont, je veux dire, assez proches les unes des autres. Ils sont tous les deux volatiles, ils sont tous les deux, je veux dire, inflammables, ils sont tous les deux, je veux dire, incolores, ils sont tous les deux, je veux dire, voilà. Enfin, il y en a un qui est toxique, hein. Le méthanol est plus toxique que l'autre, voilà. Mais c'est vrai que, voilà. Et alors, on retrouve partout le méthanol, hein. Le méthanol, on retrouve dans la parfumerie, la pharmacie, comment ça s'appelle ça? Et la parfumerie, hein. Si vous voulez vous parfumer, on va retrouver du méthanol, de l'alcool qui est du méthanol dans le parfum. Dans le parfum. Voilà. Généralement, c'est peut-être pour ça que quand vous aspergez, je veux dire, de parfum, vous avez une sensation de froid. Ben, fatalement, il joue comme c'est une méthanol. Le méthanol, c'est un produit, on va dire, cryoscopique. Eh bien, vous avez une sensation de froid avec le parfum. Il a beau faire chaud, hein, même s'il fait chaud dans la voiture,
et que vous aspergez dans la voiture avec un parfum, ben, le parfum va venir vous refroidir le corps. Enfin, l'absorption de la vapeur de parfum, soit s'il est un petit peu liquide ou vaporisé, mais va faire en sorte que, je veux dire, vous allez ressentir une sensation de froid par le parfum, parce que c'est un agent, comment on appelle ça? Et en plus, il y a le phénomène de vaporisation, hein. Il y a deux phénomènes, parce que c'est un produit cryoscopique à la base, mais en plus de ça, il y a la vaporisation qui va créer, en plus de ça, ce fameux froid. Non, c'est plutôt la vaporisation qui va créer ce fameux froid, je m'excuse. Mais même ça, même du fait que c'est un produit, un agent... non, non, attendez. Non, ça c'est la vaporisation au moment qui va créer le froid, je m'excuse. La vaporisation va créer une sensation de froid, voilà, je m'excuse. Voilà, ça c'était pour l'éthanol. Ouais, merci.